Déjà, le mot échec ne devrait pas exister. Enfin, il existe, mais c'est très bien l'échec. C'est parce qu'on a échoué qu'on recommence et qu'on fait autrement. Alors si c'est vrai que notre accompagnement ne doit pas aboutir à l'échec, mais que c'est le seul et qu'il y a bien eu avant et eu après, on fait aussi beaucoup de pression. Alors que l'échec est important. Alors peut-être qu'il devrait avoir lieu pendant l'accompagnement, peut-être qu'on devrait nous avoir une vision différente aussi de l'échec, peut-être le positiver, construire un peu plus. Peut-être qu'à l'école aussi, dans les méthodes ne devrait pas être aussi dramatisé, ni un redoublement. Enfin, je me permets à chaque fois de faire. Mais on ne fait que vivre ce qu'on nous a appris, hein, donc il y a aussi un travail de fond à faire, mais là je laisserai chacun son métier. Donc il y a ce regard de l'échec, parce que quand on a peur d'échouer, forcément on vit dans le stress, forcément on va absolument être sécurisé sur des choses raisonnables, chiffrées, alors que c'est pas là le problème. Et que peut-être que si je transforme l'expérience de l'échec, je peux en faire quelque chose de très intéressant, voire ensuite une victoire, forcément. Et puis faire de l'entrepreneuriat, faire du salariat, de l'entrepreneuriat, c'est pas non plus bien ou mal. J'entends beaucoup ça aussi, comme si c'était un échec dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait faire les deux, pas pourquoi on n'est pas ennemi. Donc il y a aussi ce sujet-là. Il y a la notion peut-être de comment on aide les gens à gérer l'inconfort, l'insécurité, la flexibilité. Et alors moi j'ai pas de solution, hein. Là c'est des sujets qu'on a échangés avec Denis. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça, il y a des gens qui ont du goût pour ça, donc c'est vrai que peut-être tout le monde n'est pas au départ entrepreneur, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui se sentent en telle insécurité qu'on va presque leur conseiller humainement de ne pas se lancer dans ces situations. Parce que si c'est souffrant, enfin pour moi je pense que la notion de souffrance est le degré sur lequel il faut qu'on soit attentif. On ne peut pas se lancer sur quelque chose si on sent qu'on n'est pas bien. Alors si on a des difficultés qu'on peut l'accompagner pour les passer, c'est une chose. Mais si le fait d'être en insécurité nous met dans un état de souffrance qui peut être plus important, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ça. Déjà, il y a des gens qui sont à l'aise avec l'insécurité et la flexibilité. Et ça c'est pareil, je ne choisis pas, moi je déménage tous les 2 ans, je m'ennuie fréquemment et facilement, donc forcément je suis agile. Ce qui n'est pas facile pour mon mari et mon enfant, les 2 enfants. Après, voilà, l'agilité, c'est bien pour l'entrepreneuriat, c'est que ça démoule pour une vie de confort à la maison. On choisit. Mais voilà, cette notion, elle peut se travailler, mais on peut peut-être pas l'inventer, on peut peut-être l'apprivoiser. Peut-être voir comment je peux l'alimenter un petit peu, me mettre des limites, me mettre des cadres qui s'éloignent, être très accompagnée. Et là, j'en profiterai pour donner une médaille d'or à mon mari, parce qu'il m'accompagne depuis maintenant 20 ans dans toutes les idioties que je lance tous les 2-3 ans. Et ça peut-être c'est une des clés, c'est-à-dire la flexibilité, parce que quelque part j'ai peut-être du confort ou de la sécurisation quelque part. Ça peut avoir un impact et il ne faut pas le dévaloriser, au contraire. Être accompagné est très important. Sur les compétences, qu'est-ce qu'on avait dit? Et puis le goût. On s'était dit, des fois on oublie de faire l'état des lieux de qui on est. Qu'est-ce qu'on aime? Et quand j'aime quelque chose, je transmets cette passion. Et si je crée quelque chose autour de ça, ça devrait quand même mieux marcher que si je lance quelque chose que j'aime pas. Donc là, il y a aussi un travail parfois, et là je parlerai d'une expérience, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même fait aussi de l'accompagnement, où j'ai des gens qui viennent, j'avais un informaticien, moi j'aime bien, très très bien, très expert, qui est dans son entreprise, et qui va faire le consultant, et qui vendra très très bien son expertise, on a fait un business plan impeccable, enfin, aucun souci. Sauf que quand même, il est un petit peu étiolé, ce jeune homme. Jeune homme, hein, parce qu'il doit avoir 30, 35 ans. En fait, ça ne le faisait pas rêver. Alors, créer une entreprise et se mettre en situation de risque pour quelque chose qu'il ne faut pas rêver, moi je crois. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'un des trucs qui fait vraiment rêver, c'est les DJ. Je vous assure, je m'en parle. DJ et dans des festivals internationaux, je sais plus où, aux Canaries, enfin un truc incroyable, un matériel mais qui vaut je sais pas combien de centaines de mille. Et ça, vraiment tous les week-ends, ça se fait.
Je viens vous dépenser des centaines de milliers d'euros dans du matériel qui vous plaît, et vous voulez faire une entreprise sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Je ne comprends pas. Et là, le déclic se fait, c'est-à-dire, ah, parce que je pourrais vivre de ce que j'aime. Alors peut-être pas, je sais pas, mais enfin, on peut au moins aller creuser le même business plan sur quelque chose que vous aimez, parce que vu l'argent que vous y déposez et le temps que vous y mettez, il y a peut-être une chance que ça marche quand même. Je vous laisse deviner la suite. Hein. Donc parfois on oublie ça. On est tellement dans le technique, dans l'expertise qu'on a. Allez, je suis RH, je vais le faire consultant senior en RH, ou en supply chain, ou en logistique, ce que vous voulez. Mais il y a peut-être des choses qu'on sait très bien faire, qu'on aime passionnément, et quand on en parle, ben ça se voit, ça vend. Parce que malgré tout, une entreprise aussi, c'est ça. Il faut quand même qu'on vende, il faut quand même qu'on en vive. Donc ça, c'est un argument dont on ne parle pas aujourd'hui, mais si on n'aime pas vendre, si on n'aime pas le contact, si on n'aime pas parler, c'est aussi un sujet. Et je crois qu'il faut aller creuser pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise et qu'est-ce qu'on peut développer ou pas. Si j'ai une image ultra négative du commercial, au sens large du terme, comment je vais faire moi pour aller faire le commercial? Alors, il y a deux options, hein. Soit j'ai un super associé, il y a toujours des options. Soit j'apprends, mais je ne peux pas ne pas le voir et ensuite me retrouver face au mur. Et on en revient à la conscience. C'est-à-dire, personne n'est parfait. Personne ne sait tout faire. Maintenant, comment on fait pour compenser? Pour ça, il faut aller regarder, faire l'état des lieux et trouver un tas d'outils ou de comparses, de compagnons de route, on va appeler ça des compagnons de route, pour aller faire ce travail. Soit seul, soit accompagné. Le troisième élément, parce que j'essaye d'être qu'il y ait de la place pour vos échanges, la troisième question, alors elle a été échangée ce matin, donc en plus là je pense qu'on sera vraiment, on est raccord, c'était le thème de la posture. Donc vraiment, il y a eu une table ronde ce matin qui a fait écho à beaucoup de choses qu'on a vues. Et c'est vrai que dans la posture, alors je vous relis ce qu'on avait pensé, mais je pense qu'il y a presque tous les éléments ont été dit ce matin. Pensez bien sûr à utiliser les outils qui existent, mais aussi savoir les utiliser au bon moment et faire appel aux bonnes personnes, c'est une chose. Peut-être dans la posture, il y a ce qu'on pourrait appeler la prise de recul. On oublie souvent, hein, c'est-à-dire être capable voilà, à un moment donné de faire le point, soit face à une situation financière un peu compliquée, soit face à un stress avec un client, soit là. Peut-être, du coup, ça amène à un travail sur soi, sur l'image de soi qu'on a. Finalement, c'est quand même toujours nous qui sommes en avant, pardon. Et le consultant se sent aussi responsable quand il accompagne. On a cette envie de bien faire, ou j'ai envie de dire cette déontologie du consultant qui va accompagner et qui veut que ça se passe bien, etc. Donc il y a vraiment là un travail à faire dans la posture. Et peut-être là on est moins bon, je sais pas, mais on pensait très longtemps que c'était pas notre affaire, c'était celle des communicants. Vous savez, les marketeurs, les communicants, tout ça là. Mais je pense qu'on a peut-être des choses à apprendre d'eux, puisque depuis ces quelques années que les startups, on se rend compte qu'on est à fond sur le pitch. Je sais pas, j'ai mon fils à Centrale, pareil. Ils savent pas ce qu'ils vendent, mais ils vendent. Hein. Bon, mais en même temps, je me dis qu'on a peut-être quelque chose à apprendre là aussi dans la posture, c'est-à-dire que même comme consultant, cette posture client, cette posture commerciale, cette posture marketing qu'on n'a pas toujours. Et c'est vrai qu'on disait ce matin, on est aussi modèle. Donc travailler avec eux, les mettre en situation collective, pourquoi pas. Mais je pense que là, on peut amplifier notre apport parce que finalement, l'entrepreneur, une fois qu'il aura créé, ben, il sera confronté à ça. Je pense qu'un accompagnement, il est aussi dans l'après. Mais je pense qu'à un moment donné, on oublie aussi de se faire confiance dans nos vraies intuitions. Il y a des gens, on les rencontre, moi mes plus beaux associés, parce que j'en ai connu plusieurs dans ma vie, ben, c'est des gens avec lesquels j'ai senti au départ que ça allait fonctionner. Alors après, on vérifie, hein. Tout un tas de choses. Mais il y a une histoire, les gens avec qui vous ne le sentez pas, eh ben, c'est pas pour rien. Donc il y a aussi apprendre à se faire confiance dans ses intuitions. Et si ce n'est pas en vous, parce que vous
difficulté, eh ben, allez demander à quelqu'un qui a une intuition du tonnerre, qui vous a toujours dit que c'était, il a toujours eu raison, amenez-le au rendez-vous. C'est pas un problème. Pour le client, c'est pareil. Emmenez votre fin limier si vous ne sentez pas que vous l'êtes. Voilà l'intuition, cette intelligence de reconnaître les signaux. Le digital nous propose de plus en plus de systèmes experts qui sont supposés savoir à notre place, prendre des décisions à notre place. Le problème, c'est quand l'expertise... D'accord. Le problème, c'est quand l'expertise remplace l'expérience. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de savoir-faire, j'ai ma machine qui saura décider à ma place. Je pense qu'un des gros problèmes de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer par des systèmes experts, notamment en ce qui concerne les relations humaines, en ce qui concerne les prises de décision. Et je vais prendre un petit exemple, toujours dans l'aéronautique, parce que ça ressemble bien à ce qu'on vit, les situations d'urgence. Hein, on décolle, on se scratch. Bon, vous savez, je me souvenais de l'accident qu'il y a eu, cet avion qui a améri dans la baie d'Hudson. Oui. Et le pilote d'ailleurs a été en procès parce qu'il n'avait pas respecté les procédures, ce qui paraît extraordinaire. En fait, il s'avère une chose, c'est que théoriquement, si lui n'avait pas été quelqu'un de très expérimenté, parce qu'il était pilote de chasse, un mec qui connaissait bien la manie, si on avait laissé les systèmes experts de l'avion atterrir, c'était le scratch absolu, ça veut dire que tout le monde serait mort. C'est parce que lui a fait confiance à son intuition qui était fondée sur son expérience qu'il a fait ce qu'aucun système expert n'aurait décidé de faire. Donc le problème du chef d'entreprise, c'est qu'au moment de se scratcher, ce qu'il doit faire n'est pas forcément dans les bouquins et dans les systèmes experts qu'il a autour de lui. Donc la grande question, c'est comment je crée les conditions pour qu'il développe cette expérience et en fait une grande capacité à être dans l'interaction immédiate pour pouvoir faire appel à des ressources qui sont forcément des ressources imprévisibles, parfois même illogiques. Il a pris une décision qui était complètement au pif, qui était complètement illogique, mais c'est ça qu'il fallait faire, et lui-même il ne sait pas pourquoi. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect conscience, parce que globalement le travail qu'il y a à faire quand on accompagne quelqu'un dans une situation comme ça, c'est comment on l'amène à être dans des systèmes experts et de la logique, et savoir la dépasser sans forcément le faire d'une manière rationnelle et consciente au moment où il le fait. Pour moi, l'accompagnant de ces personnes en train de développer cette capacité à construire de l'expérience, à être dans l'interaction, savoir prendre des décisions, il ne faut pas penser à la place d'eux. Tant que je pense à la place de l'autre, je ne crée pas les conditions pour qu'il construise sa propre pensée. Et donc, la question, c'est, j'ai vu qu'il définissait l'accompagnement en disant, c'est être avec pour aller vers. Donc, je suis avec, c'est plus une question d'attitude, et on va vers, je ne sais pas trop quoi. Donc, la position de l'accompagnant, c'est une position qui ressemble plus à la position de l'ethnologue. Mon travail n'est pas de savoir si, deux points de vue de mon expertise, la façon dont se comporte l'autre est logique, hein, comme le conquérant colonialiste qui arrive en disant « Vous avez vu comment ils font par rapport à nous ?» Comme nous, on est parfaitement logique. Ce qu'ils font, c'est pas bien, nous, c'est très bien. La posture de l'ethnologue, c'est celui qui fait l'effort de se dire quelle est la logique interne de celui qui est en face de moi et quel sens a la logique interne de ce qu'il fait et comment, dans sa logique interne, je peux l'aider à progresser. Je rappelle cette phrase de Massignon, je ne sais pas si vous connaissez Louis Massignon, un arabisant assez génial qui disait « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas l'annexer, mais devenir son hôte ». Et ça, pour moi, ça guide toute ma position d'accompagnant. Je n'annexe pas l'autre avec ma logique, avec ma façon de penser, avec ma raison. Aussi expert serais-je dans quelques domaines que ce soit, et je deviens son hôte. C'est-à-dire je rentre dans sa maison, je comprends comment il pense, je prends ce qu'il me donne, alors ça, on peut appeler ça l'empathie si on a envie, je m'en fiche, mais je deviens son hôte. Et c'est parce que je suis son hôte et que je mange à sa table que quelque chose va se passer pour lui. Alors pour moi aussi, en second niveau, parce que c'est aussi ça mon expertise. Mais globalement, c'est pour lui que ça se passe. Donc je deviens son hôte. Alors c'est important parce que derrière ça, il y a plein de compétences. Et notamment quand on a affaire à des consultants qui sont très experts, qui ont une folle envie de dire « Mais non, mais c'est complètement idiot ce que tu dis. » C'est pas la question. Mon expertise ne doit pas me servir de penser à la place de l'autre, mais de l'équiper des concepts et des outils pour élaborer sa propre pensée. Et ça, c'est une posture passable, notamment pour celui qui est très expert. Ça lui démange, ça lui brûle les lèvres de lui dire à l'autre que ce qu'il décide, c'est